En 2018, je découvre la syntropie pour la première fois en Australie, puis chez Gudrun Gutsch, au Brésil, la fille d'Ernst Gutsch, le monsieur qui a fondé le concept et la pratique de l'agriculture syntropique. Complètement décoiffée par ce que je découvre et ce que je pratique, je me mets à la recherche, en rentrant en France, d'expériences en agriculture syntropique et de bibliographie en français, en vain. Puis débarque sur la scène Anaëlle Théry, que je filme dans son potager syntropique en 2021 et qui publie en 2023 en auto-édition, puis aux éditions Terre Vivante son livre Bienvenue en Syntropie. Ce sera la première référence bibliographique de syntropie en français. En parallèle est paru en portugais Vida em Sintropia de Diana Andrade et Felipe Passini. Ernst Gutsch étant un homme de terrain qui passe encore une grande partie de son temps dans la forêt qu'il a coplanté avec le reste du vivant, il a su s'entourer de ces biologistes journalistes talentueux qui pratiquent et accompagnent la syntropie en Europe et ont grandement contribué depuis 2010 à la diffusion de la syntropie, d'abord avec la vidéo Life in Syntropy, puis le site Agenda Gutsch qui recèle de ressources sur le sujet, et enfin ce livre traduit en français et publié en janvier 2025 chez Terre Vivante. Depuis plus de 40 ans maintenant, Terre Vivante transmet des méthodes de jardinage qui respectent la santé de la planète et de l'humain. La maison d'édition n'a cessé d'innover tout en restant fidèle aux valeurs qui l'ont fait naître pour continuer de transmettre des pratiques en faveur de la régénération du vivant au quotidien. C'est pourquoi elle a déjà publié 2 ouvrages sur la syntropie. Si le premier livre, celui d'Anaëlle, est particulièrement destiné à la mise en pratique au jardin, le second, La vie en syntropie, permet de s'approprier des solides bases scientifiques, philosophiques et éthiques et dessine un futur que la syntropie pourrait rendre possible si elle était déployée. Ces bases sont essentielles à connaître pour qui veut la mettre en place dans un jardin, un village, une ferme. Vous allez à présent entendre quelques extraits du direct YouTube qui reprend les différents chapitres du livre, organisé par Rémi, du Jardin des Merveilles, et les éditions Terre Vivante. Un grand merci à eux pour l'organisation de ce moment, et aussi Ernst, Diana, Felipe et Grégoire Servant, qui nous ont remplis d'amour inconditionnel pendant 2h37. Attention toutefois, on ne peut pas comprendre quelque chose d'aussi complexe que la syntropie en 2 ou 3 heures de live. Alors, procurez-vous ce bouquin, faites une formation et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Plantez-vous, plantez-vous, plantez-vous. Rien de tel pour apprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle différence, quel rapport, quel lien il y a avec la permaculture, par exemple? Essa parte da relação com as outras agriculturas Alors, consideradas cette partie de la relation avec les autres agricultures durables, on en parle dans le livre, oui, de ce débat, parce que nous aussi, on nous oppose ça souvent, on nous pose souvent ces questions. On a une annexe à la fin pour montrer les points communs et les différents points de vue ou pour différentes pratiques avec l'agriculture biologique, avec toutes les agricultures durables, la régénératrice, la permaculture. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de pratiques différentes. Mais ce qui est important, et ce qu'on voulait dire dès le départ, c'est qu'on ne tient pas à défendre une nouvelle mode, un nouveau nom, une nouvelle marque. On ne tient pas particulièrement à défendre le nom. Ce qu'on nous intéresse, c'est de faire comprendre, et c'est le débat d'idées. Avec la difficulté que nous avons aujourd'hui de régénérer notre planète, de récupérer les zones qui ont des sols tellement dégradés, plus il y a de mots, plus il y a d'idées, plus il y a de points de vue et de personnes qui expérimentent et qui cherchent à résoudre ces problèmes, bien mieux c'est. Donc, agriculture syntropique et la permaculture, on a un dialogue très, très facile entre ces deux-là. Beaucoup de pratiques, beaucoup de nos amis de la permaculture travaillent aussi dans la syntropie et vice-versa. L'agriculture syntropique répond tous les principes, elle reprend tous les principes de la permaculture. La permaculture est beaucoup plus vaste. Elle s'occupe d'architecture, d'autres choses. Et donc, l'agriculture syntropique
se concilie très bien avec une agriculture, avec la permaculture. Il n'y a aucune dispute entre les deux écoles. Il n'y a pas d'opposition. Ce sont des sources de connaissances qui boivent à la source l'une de l'autre. Est-ce que, bah, du coup, peut-être une question à Ernst. Ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, moi, le concept de jardin-forêt. Et quand je lis ce qui se passe avec la syntropie, j'ai l'impression que on fait un peu les mêmes choses. Nous, on fait quelque chose qui s'appelle alors, le chop and drop. Je ne sais pas si la traduction, si vous comprendrez, mais le fait de juste tailler et laisser au sol de la matière pour nourrir et pour stimuler, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de notre côté. Le fait de jouer sur les successions végétales, tous ces trucs-là, j'ai l'impression qu'on le fait un peu en jardin-forêt. Enfin, on le fait complètement en jardin-forêt et en syntropie, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Ernst? Le jardin-forêt, ce concept-là, tu en as entendu parler par chez toi? Foi 76 que comecei realmente, J'ai commencé en 1966 à faire mes recherches et j'étais arrivée à la conclusion, après avoir étudié d'autres concepts qui étaient encore en usage à l'époque, comme les consortiums de culture, de rotation de culture, ce qu'on appelle l'agriculture complantée, les rotations de culture en français, et d'autres concepts. J'étais en train d'étudier tout ça et je testais, hein. Et par le test, par la pratique, je suis arrivée à la conclusion que c'est pas des consortiums ni des rotations de culture. Ce qu'il faut, c'est travailler avec l'écosystème. Et après de nombreux tests, je suis arrivée à la conclusion que c'est l'écosystème naturel et original qu'il faut qu'on ait en vue pour arriver, non pas recréer ce qui existe, mais ce que cet écosystème était avant que les êtres humains le trafiquent. Avant donc, au moment de la fin de de la dernière période glaciaire, parce que le problème de l'être humain, c'est ça. Le problème de l'être humain, c'est la forêt. On a tendance à voir la forêt comme un ennemi, un espace à conquérir. On a toujours besoin d'un petit désert devant nous, un terrain bien plat, bien lisse, sans rien. Quelque chose qui nous rappelle, si vous voulez, dans notre conscience collective extrêmement ancienne, ça nous rappelle l'époque où il y a 35 000 ans en arrière, quand on vivait à l'époque glaciaire et qu'on courait derrière les mammouths. Tous les êtres humains ont dû s'adapter à la fonte des glaces, une époque sèche il y a des milliers d'années. Et la steppe était était l'écosystème dominant. Et on a encore ça dans nos gènes. C'est ça le problème. Il y a 10 000 ans à peu près que l'être humain répète la même opération. Il coupe la forêt, qui serait le normal de notre planète. 90% devrait être de la forêt. 89% peut-être de la planète. Et l'être humain coupe la forêt et il essaie de cultiver, de planter ce dont il a besoin, dont il pense, dont il a besoin pour se nourrir, animaux et plantes, mais sans la forêt. Mais sans la forêt, d'abord à niveau très local, ça fait successivement ça a épuisé les sols. À chaque fois dans l'histoire de l'humanité, toutes les civilisations, ça se passe à niveau régional. Ils épuisent les sols et la civilisation s'écroule. Et on répète ça à chaque fois, on répète la même opération depuis des siècles et des siècles. Et le résultat, c'est que nous allons finir par être expulsés de l'environnement. Notre civilisation va être expulsée comme les autres. Il faut qu'on fasse la paix avec les forêts, donc. No suo modo di funzionare,
temos que fazer a paz com a floresta e Oui, il faut qu'on fasse la paix avec la forêt et cultiver la forêt, parce que l'être humain o animal, a espécie de animal dominante nesse qui est planeta devenu à être l'espèce dominante sur cette planète, ecossistemas para explorar ecossistemas. il n'est pas apparu pour exploiter l'écosystème, il était apparu pour la même raison qu'apparaissent d'autres espèces. C'était sa capacité de penser de manière abstraite, de voir des contextes complexes et de créer des outils efficaces et complexes aussi pour introduire dans les écosystèmes et leur donner une autre dimension. Donc, il faut qu'on retrouve notre véritable fonction et traduire ça dans notre interaction avec l'environnement, dans toutes nos actions, pour que ça soit notre action, notre manière de cultiver soit bénéfique pour tous les êtres vivants et que l'on donne un solde positif énergétiquement, tant en quantité qu'en qualité de tout ce qu'on produit, et aussi pour toute la planète. Et c'est là qu'on fait de l'agriculture syntropique. Et pourquoi ce terme syntropie? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que quelqu'un est capable de résumer un terme aussi complexe en quelques phrases? Il faut qu'on prenne le temps. C'est pour ça que quand on a écrit le livre, on a justement cette attitude. Arrêtons-nous, on va penser, on va réfléchir calmement. Mais bon, si vous voulez du rapide, la syntropie, c'est une force opposée, un mouvement opposé à l'entropie. L'entropie, on en entend parler, c'est dans l'astrophysique, dans la physique, c'est la perte d'énergie, la simplification, la dégradation de l'énergie, de la matière. Et la syntropie, c'est le complément, pas exactement l'opposé, mais plutôt le complément, le mouvement inverse. L'entropie simplifie, la syntropie complexifie. Quand l'entropie perd de l'énergie, la syntropie fait gagner de l'énergie. Donc, on augmente avec au lieu d'exploiter et de retirer de l'énergie de l'environnement, on participe au processus naturel qui augmente la quantité d'énergie, la quantité de vie d'un endroit. Et c'est devenu un guide éthique de l'agriculture. Et quand on demandait à Ernst, c'est quoi une zone syntropique, il ne pouvait jamais répondre à ça. Parce que souvent, celui qui doit être syntropique, c'est pas l'espace, c'est l'agriculteur d'abord. C'est l'agriculteur qui doit se pénétrer de ça et se poser des questions et y répondre, sentir tout ça. Et Ernst nous répondait toujours en insistant sur le poids que nous avons, l'importance que nous avons, nous, dans tout ce processus. Comme n'importe quelle vie, comme n'importe quel prédateur, virus, salade, n'importe quel être vivant a sa tâche, ses fonctions à réaliser dans le monde. Nous faisons aussi partie d'un comportement collectif du processus de la vie dont le résultat est l'augmentation de l'énergie. C'est une tendance inexorable de la vie du vivant qui a tendance à accumuler de l'énergie et à complexifier. Donc, j'adore ce concept. Je trouve c'est un concept qui sert vraiment avant toute intervention, avant de tailler, avant de prendre la décision de planter quelque chose. Il faut vraiment qu'on se demande. Et après, après avoir planté ça, est-ce que ça va être mieux, moins bien? Comment ça va interagir dans les paramètres? Est-ce qu'on va, ou comme Ernst dit, est-ce que ça va augmenter la quantité et la qualité de vie consolidée? Quelles sont en général les productions qui sont faites en agriculture syntropique? Et puis, question secondaire, est-ce qu'on peut produire du légume notamment? Bien sûr que oui, on peut cultiver ce qu'on veut, de la manière qu'on veut.
aqui nós cultivamos muitas verduras aqui Ici, on onde nós cultive estamos beaucoup de légumes, de fait, e a técnica, né, e plantar et la consorciadamente, technique isso de ajuda planter a manter un ensemble de plantes depois da colheita termos en um culture terreno associée. melhor do que tínhamos antes da colheita. Et E com isso, la, a la, quantidade de insumos vai diminuindo ao longo do tempo, après la né? récolte, on a une terre E d'encore assim meilleure como qualité você qu'avant falou, d'avoir a gente falou, planté. respeitar, né, Il e s'agit de entender a respecter, dinâmica de de cada comprendre la ecossistema. Eu acho que isso é dynamique uma de coisa chaque fundamental. écosystème. C'est Muitas vraiment ça qui est vezes eu fondamental. esqueço, né? O Ernest ele sempre J'oublie fala isso jamais. quando as pessoas perguntam: Ernst ah, você parle toujours falou quand les gens do demandent, deserto, oui, mais ça funciona marche dans le como désert, est-ce que cultivar, ça marche en funciona climat como tempéré, est-ce funciona que no ça fundo do marche? mar. Assim, Ça existe uma marche precipitação jusqu'au de fond água de la dentro do mer. mar, então a vida se Il y a comporta des da algues, mesma non, forma la em vie se comporte de la qualquer même lugar. manière Então, partout. por exemplo, nosso caso aqui, nós estamos no Mediterrâneo, né? Então, Ici, o on est en Mediterrâneo Méditerranée, nous, en ce ele moment-là, tem on est uma en Italie. dinâmica de uma Et on a floresta une dynamique d'une forêt caducifolia, que parte das árvores perdem décidue. suas folhas, parte não. Então, existe uma Certains possibilidade de arbres perdent renovar de leurs feuilles, a sont vegetação ao caduques, longo d'autre part. das Et il y a anuárias, une né? partie de la végétation qui se E o que a gente pode fazer, né, rénove. para induzir esse distúrbio com as Et nous, flores, on é peut reduzir rajouter par a la dinâmica taille dessa floresta euh, mediterrânea. les Então, é uma perturbations qui possibilidade de existent renovar naturellement dans ces forêts é uma méditerranéennes. coisa que Et a c'est gente notre ainda não viu manière muito, d'influer não sur tem le muita végétal. novidade, né? A gente Ça, rien de nouveau, en fait. em escritos antigos de On Plínio trouve o Velho, des écrits de Pline l'Ancien né, dans que a l'Antiquité, popularização do ferro, que é a popularização do arado, né? Antes de à como eles l'époque falam assim, do du agrobusiness fer, grego, à né? l'ère du Eles fer, mencionavam, à mencionavam l'Empire muito essas romain. culturas que Il y a respeitavam des a gens qui dinâmica parlaient de local. ces cultures qui Então, respectent la dynamique de chaque lieu. assim, a gente Donc pode non, il n'y a aucun problème. plantar vegetais e pode Vous plantar, na pouvez bien sûr verdade, planter des légumes. assim, claro que sempre existem algumas premissas, né, que são tanto do Alors bien sûr, il y a sistema, des sempre de prémices à estratos, comprendre sur sucessão, le né, système, qual sur é les adequado para strates, cada la momento, né, succession, o Ernest ele lesquelles falou muito sont que plus geral adéquats são pour chaque esses moment. grandes ciclos, né, que Il em y a des qual grands momento cycles, o si vous sistema se voulez. encontra, Il né, faut savoir à quel moment votre capacidade système, votre terroir se de trouve, água, de comment disponibilidade est de la água, situation, la disponibilité d'eau, en uma coisa nutriments. que Les végétaux, les plantes annuelles sem problema algum. font partie du système. Ça, c'est un point important. Il faut comprendre que les légumes, les plantes potagères font partie du cycle de la forêt. Dans nos cultures, on voit ça comme séparé. La forêt d'un côté, l'agriculture des annuelles et des plantes potagères de l'autre. Mais académiquement, si vous voulez, universitairement, on étudie ça de manière séparée, mais dans la nature, c'est pas comme ça. Ça fait tout partie d'une même histoire. C'est plusieurs, sont des chapitres d'une même histoire. Comment on peut répéter, ou est-ce que c'est possible de répéter tous les ans des cultures annuelles qui font la même rotation sur un sol qui devrait être, j'imagine, toujours le même? Comment c'est possible de faire ça alors que le sol en syntropie est censé évoluer? Est-ce qu'on arrive à un moment où on revient en arrière ou est-ce... Voilà, comment ça fonctionne? Je peux, oui, recommencer tous les ans. Il est intelligent d'observer une rotation des cultures, une pause, une jachère. Il ne faut peut-être pas mettre la même, mais il y en a beaucoup de végétaux différents. Donc, une rotation, c'est intelligent, d'accord? Il faut imiter la planète. Dans la planète entière, c'est stratifié et c'est dans une succession. Je ne vais pas planter de la roquette. Si je plante de la roquette, je vais la planter à côté d'une salade. À côté, je vais mettre une chou. Et ensuite, je peux mettre encore une racine, un légume racine, une patate peut-être. Nous, on fait des ignames. Et donc, il faut toute une succession. Donc, les radis d'abord, après la roquette, après, qui va me permettre de cueillir tous les mois, au long de tout un temps.
Et ensuite, la forêt, ben, on coupe une partie, ça rajeunit la végétation, on fait arriver la lumière et on peut recommencer. Alors, il y a des mois où il y a il y a un peu plus d'ombre. Il y a certaines qui seront plus à l'aise. Si j'ai une culture, une céréale, je peux planter en automne les arbres en fonction de comment... Les arbres, beaucoup d'arbres n'ont pas de feuilles en hiver. Et il y a des céréales qui poussent en hiver et au printemps. Quand les arbres déjà mettent les feuilles, ces céréales vont fleurir. Ils n'auront pas besoin de plus de lumière. Et vous pourrez cueillir du blé en dessous d'arbres jeunes, avec au feuillage jeune. Et je pourrais planter avec mon blé des plantes aromatiques qui, elles, ont besoin d'un petit peu de protection, mais sont plutôt d'une époque plus sèche. Et en automne, quand je plante le blé, en même temps, je coupe la végétation qui restait des autres plantations antérieures et celle des plantes aromatiques pour qu'il fait déjà froid. Je les coupe, je mets au sol. Et c'est une ambiance faite pour mon blé, pour les choux et pour d'autres. Donc, je cueille ceci. Et quand j'ai récolté mes légumes, à fin mai, mon blé est mûr. Début de juillet, alors, tous les arbres ont des feuilles et en dessous, et mon système méditerranéen, j'ai tout vert tout le temps et ce qui pousse à la nuit, ça rafraîchit. On n'apprend pas ça dans la science moderne, mais vous pouvez chercher et vérifier d'ailleurs toutes les plantes qui sont en processus de croissance, elles ont la capacité de refroidir elles-mêmes et autour d'elles. Et la nuit, elles rafraîchissent et elles condensent l'eau de l'atmosphère. Et parce que l'eau, ça se plante, vous le saviez. Donc, question tout simplement, Ernst, qu'est-ce qu'on a comme recul sur l'agriculture syntropique en France, en climat tempéré, mais surtout en France? Est-ce que ça marche ici ou pas? Alors, l'agriculture syntropique, on peut en faire en climat tempéré, froid. Je suis en train de travailler, Felipe travaille, Diana et Philippe travaillent en Méditerranée, au Portugal, en Espagne, en Italie. Les principes ne changent pas, c'est pour la planète entière. Partout où il y a de la vie, ce sont les mêmes principes. Donc, les espèces, ce sont les espèces qui changent. C'est notre attitude qui doit changer. Il faut qu'on soit capable d'identifier le potentiel de chacune des espèces que nous voulons planter, celles qui sont déjà sur place dans cet environnement et celles qui sont déjà sur ce terrain, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Dans la science moderne, on n'attribue pas les plantes, les espèces, comment dire, on ne les attribue pas à une fonction, alors que tous les êtres vivants ont une fonction. Ils sont tous là pour augmenter la syntropie, pour augmenter la vie, augmenter l'énergie, pour multiplier, au contraire, pas de détruire même ceux qu'on voit comme des maladies ou des prédateurs. Le prédateur ne mange pas par faim. Le prédateur a faim parce il doit accomplir une fonction de manger certaines autres espèces parce que ça fait partie d'un tout, c'est ça sa fonction.
o prazer de comer, só para comer. Aí a gente tanto fica mal como gordo e outras On ne doenças devrait pas ou non plus problemas que teremos. manger Ato sans a faim, parce que prisão la para faim, todas c'est le essas moyen espécies. pour qu'on remplisse notre fonction et pas Aqueles plus. predadores, eles têm a Ce função, prédateur, il a une como já falei, fonction, como pastores das comme je espécies disais, c'est comme un confiadas a eles berger para des supervisar espèces qui eles lui fazem sont bom trabalho, mas confiées. Il doit les antes superviser en les mangeant. de feito no Yellowstone Park nos Estados Unidos, da À Yellowstone, on reintrodução en a do beaucoup parlé avec la do réintroduction du lobo, loup. mostrando que a partir do On a momento que ele montré qu'à foi partir du moment où le loup a été réintroduit, começou de novo, ou seja, a de floresta se nouveau, rejuvenesceu de novo. la forêt a recommencé à Nem pousser. diminuiu o número Ça n'a même pas diminué de herbívoros, sino le somente nombre supervisado d'espèces, pelo mais lobo, géré, tirando, não, contrôlé par le loup, aquele, você pode comer aquilo, esse aqui não, tout aquilo não, ou s'est seja, ele é o équilibré. Et verdadeiro donc, il pastor. mange. C'est comme un berger, en fait, le loup. Hmm. Est-ce que tu peux dire, Ernst, à quel endroit tu as fait tes premiers tests en syntropie? Où est-ce que ça a commencé exactement? É como já tinha explicado, que eu comecei Comme je vous ai na expliqué, Suíça, j'ai commencé en Suisse, no centro-norte da dans Suíça, le depois centre fui nord de la ampliando Suisse. a minha, Puis après, j'ai élargi fiquei quoi, mon rayon no sul d'action da Alemanha, ou seja, bem au sud de claramente l'Allemagne. no clima Et donc, il faut être bem clair, c'est, temperado, j'insiste encore une frio, fois, não nos c'est un trópicos, climat froid, tempéré, c'est pas des tropiques, hein, la Suisse. trabalhando em todos os ecossistemas, Après, todos j'ai são travaillé dans tous les écosystèmes, dans le rural, désert, le ou seja, semi-désertique, todos en ambiance os princípios boréale. são os mesmos, as Partout, espécies les são principes diferentes sont les e mêmes. podem Les espèces sont evoluir bastante. différentes. Dans les commentaires que je reçois, il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a aucun résultat chiffré, on n'a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Est-ce que, Diana, Felipe, est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est au niveau publication scientifique? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment chiffrées, prouvées? Vai, fala. Temos, e On en podemos a, oui, 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 on en a. On pourra les partager avec vous. links e Des títulos liens, des de titres, artigos des publications, des articles publicados em scientifiques, des revistas publications scientifiques de revues de prestige, publicadas, avaliação de pares, com todo o avec processo les évaluations des pairs, convencional avec dans tout le processus existente da scientifique pesquisa. conventionnel. Uma pesquisa um pouco mais aprofundada se Il pode y a achar. une A gente compartilhou, recherche un peu pode plus compartilhar as approfondie, il y en informações que a. nós fizemos. On peut partager notre O próprio liste. livro, a gente Le procurou livre lui-même, déjà, on a cherché à établir ce dialogue está repleto de entre... notas de rodapé, porque nós procuramos il y a sempre beaucoup de fazer esse notes parce diálogo qu'on a toujours essayé para d'établir juntar le dialogue entre ciência l'expérience pratique não porque uma de l'agriculture justifica a syntropique outra, mas porque et la cientificamente science. Non pas parce que l'une dos lados. doivent valider l'autre, mais parce que ce dialogue est utile pour tous. Euh, on va continuer sur la thématique de est-ce que ça marche en France? Donc on a vu que c'est possible de le faire partout. Donc oui, en France ça fonctionne. Donc là on a invité Greg de la ferme des Moagites. Donc est-ce qu'à partir de là, hop, voilà, Greg qui apparaît, c'est génial, merci. Déjà Greg, merci beaucoup d'être venu. Je vais essayer de te présenter en 3 mots, mais après toi tu te présenteras en plus que 3 mots. Donc Greg, il vient pas de nulle part, il est déjà ingénieur agronome agriculteur à titre principal. Donc ça, voilà, c'est ce que je viens de dire. Son boulot, c'est faire de l'agriculture, de l'arboriculture, de la production de gémothérapie. Alors, il est allé au Brésil. Il est resté 2 ans au Brésil. Il a rencontré Ernst là-bas en 2015. Il a passé 3 mois dans sa ferme. Il a bossé avec lui donc au Brésil, au Portugal et aussi en France. Et puis, depuis 2017, il a créé donc la ferme des Mawajites, sur laquelle il produit pas mal de choses. Il y a aussi des formations qui ont lieu chez lui aussi. Il fait aussi de la transmission pour former, pour accompagner des agriculteurs. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que l'argent que génèrent les formations est complètement séparé de l'argent que génère la ferme. La ferme et les productions, enfin la ferme est autonome financièrement grâce aux productions agricoles. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous irez dans le chat, mais déjà ça en dit pas mal sur le fait que ça fonctionne en tout cas. Voilà, je vais pas en dire plus, mais Greg, merci d'être là. Génial d'avoir accepté l'invitation et passer à toi si tu veux te présenter et présenter un peu ce que tu fais.
Oui, mais merci beaucoup pour cette introduction, dis donc. Et merci à toute l'équipe française et brésilienne pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et très vraiment ravi aussi de pouvoir, en effet, comme tu le dis, mettre un petit peu en avant du travail de terrain, notamment sur le côté vraiment production agricole et le côté vraiment dans les fermes. Parce que il est vrai qu'en France, et c'est notamment assez marrant parce que c'est vraiment en France, la Saint-Tropez a pris, dès qu'elle est arrivée, une tournure assez potager, succession de plantes annuelles, de plantes vraiment ouais, vraiment de potager. Et alors que c'est vraiment une petite partie de ce qui est possible de faire. Et faisons ça, et c'est vraiment génial. Et vraiment, je rêve que dans tous les potagers, il y ait ça et qu'on fasse ça sur tous les ronds-points et dans toutes les cours d'école. Et il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus invisible, on va dire, alors qu'il y a plein de belles choses qui se passent. C'est le fait qu'on peut vraiment réussir à faire rentrer ces principes et donc l'application de ces principes dans des fermes avec des vraies volontés de production, de nourrir la population, et voilà, et tout en arrêtant d'opposer production et régénération des écosystèmes. On peut faire les deux en même temps, et c'est ça qui est magnifique avec tout le travail qu'a mis en place Ernst. Et donc, sur cette première image qu'on doit voir à l'écran, que je ne vois pas du coup, on voit vraiment le point de départ sur lequel nous, on est parti à la ferme des Mawajites. C'est vraiment des terres extrêmement dégradées qui ont subi voilà, 40 ans de monoculture, de rotation très simple en céréales. Malheureusement, et donc ils sont matraqués physiquement, chimiquement et biologiquement. Et nous, l'objectif, c'était de mettre en place des systèmes pour régénérer ces terres-là, tout en produisant des fruits, des petits fruits et également des bourgeons pour la gémothérapie et être une pépinière aussi, enfin de pied-mère pour mon collègue Antoine avec qui je gère ces parcelles-là, parce que lui est pépiniériste, donc il a besoin de boutures, de marcottes, de greffons, de plein de choses comme ça. Donc quel était voilà, l'enjeu, c'était d'appliquer ces notions que moi j'avais un peu pu voir au Brésil et appris avec Ernst en milieu tempéré, tout en n'ayant pas trop de notion de quelles espèces utiliser, comment appliquer tout ça en milieu tempéré. Et donc voilà, on a vraiment essayé de suivre ces conseils. Et là, ça passe par beaucoup de plantation, beaucoup de densité. C'est vraiment la clé qu'on a essayé d'utiliser. Et donc de planter, semer, bouturer un nombre d'espèces très importantes et qui n'ont pas les mêmes cycles de vie, donc qui vont se succéder dans le temps et dans l'espace aussi. Donc là, sur cette première photo, vous pouvez voir par exemple un couvert végétal permanent de luzerne entre les rangs des arbres fruitiers qui vont arriver dans le temps, qui joue un rôle magnifique de placenta justement qui va décompacter les sols, apporter ce petit boost d'azote assez important au début. Et vous voyez plein d'autres espèces au milieu sur la ligne, des plantes annuelles, donc du ricin, du tabac, des œillets d'Inde, d'un consoude, plein d'espèces que nous on utilise parce qu'on les avait à disposition chez nous, qui marchent très bien. Peut-être que chez vous, ça sera d'autres plantes aussi. Attention, pas tomber dans les recettes aussi, c'est toujours un petit peu ce piège-là au début. Euh, euh, on voit vraiment que la succession évolue et qu'une fois que les espèces ont fait leur fonction, elles disparaissent et apparaissent d'autres espèces qu'on a plantées dès le début. Je profite pour répondre à une petite question aussi. Personnellement, pour avoir travaillé en Saint-Tropez, en milieu tropical au Brésil et en France, je trouve ça beaucoup plus facile en France. Mais c'est vraiment pas pour pas pour faire l'avocat du diable, mais c'est beaucoup plus permissif, beaucoup plus adaptable en fait en milieu tempéré parce que ça pousse moins vite. Au Brésil, tu tailles une plante, tu te retournes, elle a déjà doublé de volume, donc il faut être extrêmement omniprésent. Voilà. Pour moi, la Saint-Tropez, c'est un dynamiteur incroyable de concepts préétablis, erronés en fait, d'agronomie. Moi, je suis passé par ces écoles-là et on nous apprend là que la compétition entre les plantes, la concurrence, qu'il faut faire attention, etc. Alors que dans les faits, c'est exactement l'inverse, que plus c'est dense, plus ça pousse. C'est ce qu'on observe quand c'est bien géré, évidemment. Donc, outre le fait que la Saint-Tropez puisse être un dynamiteur par rapport à tout ça, je trouve que la Saint-Tropez est également une opportunité incroyable pour se réapproprier nos fermes, se réapproprier une autonomie. Donc là, nous, dès la première année, on est autonome en matière organique sur ces parcelles-là. Donc plus besoin d'intrants, moins de mécanisation. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder aussi. Nous, on est un petit peu mécanisé parce que on Mhm. essaye d'aller chercher justement cette viabilité économique. Et on peut se poser la question de est-ce que les fermes aujourd'hui sont viables en fait? Est-ce qu'elles sont vivables également? Donc il y a toujours cette petite notion-là. Mais voilà, pour moi, la Saint-Tropez, c'est vraiment une opportunité incroyable que l'être humain puisse se réconcilier avec son écosystème, pour que le paysan puisse se réconcilier avec sa ferme
Et c'est voilà, aussi la porte ouverte à énormément de travail collectif, de chantiers de plantation ensemble, de récolte de graines ensemble, d'entraide, de savoir-faire paysan. Et voilà, je pense que c'est aussi très important de rappeler ça à l'heure où les fermes partent à l'agrandissement, où on a des fermes ultra mécanisées sur des milliers d'hectares et qu'il faut installer des centaines de milliers de paysans dans les années qui viennent pour repeupler les milieux ruraux et produire la nourriture de qualité. Et ben, je pense que voilà, la Saint-Tropez a vraiment son rôle à jouer dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour débuter de manière simple à quelqu'un qui voudrait démarrer mais qui voudrait pas se dégoûter du truc? Comment on commence de manière simple, facile, rapide, efficace? Est-ce que c'est possible? Et je pense que un élément de réponse se tient dans la question, c'est qu'en fait, il faut commencer. C'est-à-dire Hmm. qu'il faut perdre cette peur de planter, cette peur de pas respecter les strates, de dire est-ce que c'est trop dense, pas assez dense, quand est-ce que je taille. Il faut juste l'expérimenter avec les mains et le cœur aussi à un moment donné, parce qu'on a beau lire tous les livres du monde et on a beau suivre toutes les formations du monde, tant qu'on n'essaye pas, tant qu'on se confronte pas à cette densité-là et qu'on se rend pas compte vraiment par l'expérience de ce que c'est, en fait, on n'avance pas vraiment. Donc moi, je recommande vraiment à toutes et tous de tester, que ce soit sur une ligne de 20 mètres, sur 1 mètre carré, juste qu'est-ce que ça fait de planter cette densité, d'arriver à gérer, de stratifier les plantes dans le temps et dans l'espace. Voilà, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est commencer, commencer, commencer. Après, commencer petit, parce que c'est vrai qu'au début, c'est tout un aspect où on n'a pas l'habitude, ça vient dérouter un peu des choses qu'on a en tête. Donc, se lancer sur quelque chose de trop grand, ça peut nous dégoûter un petit peu parce qu'on a peur de pas gérer, on gère pas, du coup, c'est moins joli, du coup, on perd un peu l'envie. Donc, voilà, de commencer, mais commencer pas trop grand. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que en commençant petit, ça va vous permettre d'avoir une vraie réserve de végétal derrière Hmm. pour agrandir. C'est-à-dire qu'au début, en fait, on se rend compte qu'il faut beaucoup de graines, beaucoup de plants, beaucoup de boutures. Et dès lors qu'on a commencé petit, eh ben, on a cette réserve-là de boutures de saules, de peupliers, des éclats de consoude, des boutures de caseille, plein de choses comme ça. Et qu'en fait, après, on peut, de proche en proche, continuer à augmenter la taille de ces parcelles agricoles ou de potager, mais parce qu'on a cette ressource-là, quoi. Et Hmm. je vous invite aussi vraiment à aller visiter des personnes, des associations, des paysans, paysannes autour de chez vous qui essayent déjà, de voir à quoi ça peut ressembler chez eux, donc chez vous, dans ce contexte pédoclimatique. Quelle surface c'est possible de travailler tout seul? Donc, est-ce que tu auras une idée de ça? C'est quoi la surface minimum pour commencer à faire quelque chose d'intéressant? Tengo uma superfície mínima, eu pergunto porque eu fiz muito agricultura Il n'y a pas de surface muito minimum. J'ai fait aussi des organizada jardins nos últimos verticaux, horizontaux en ville. 2 anos em cidades, em Zurich, J'ai habité 2 ans à Zurich, en ville, à em Berlin Cambridge, et à Cambridge. as que eu estava a Et plantar partout, na partout, varanda, j'ai planté sur le balcon. das janelas e onde deu possibilidade, Et là où c'était aumentando da possible, varanda para baixo para cima, je faisais tudo verde. pousser Pronto, à partir assim, du balcon vers en haut, vers en bas. isso, Et si tout le monde faisait ça, podia também on peut plantar aller loin, fruta, hein, on peut aller podemos jusqu'au toit. On injetar peut as planter sur le toit plantagens d'ailleurs. com espécies frutíferas On peut mélanger les arbres permanentes. des villes qui sont déjà là. On peut Buscando coisas leur ajouter des espèces de qui font espécies des fruits. frutíferas. Posso também plantar nos Aussi parques, planter dans les só parcs. a estéril grama, Au lieu d'avoir um tamborzinho que que du vai subir gazon, on peut planter nas une árvores e vai dar petite trabalhozinho para a grimpante qui va limpeza do monter dans parque, para l'arbre. a Ça va donner du boulot arborização, au pronto, mas jardinier de la a gente ville, faz mais, isso sistematicamente mais nous, on fait e ça systématiquement. talvez vamos chegar a uma massa Peut-être que vai qu'un jour, on satisfazer arrivera à être suffisamment nombreux, la simplesmente masse cada critique, comme na on sua dit. situação, que Et chacun avec 80% sa da situation. população hoje em dia vive em situações urbanas. On Então, vit dans des se eles situations urbaines, começassem a partir daquela situação, mudava tudo. mais on commence avec la situation qu'on a et on peut tout changer si on est assez nombreux. Ouais, c'est très très large comme question parce que Ouais. ça. Mais comme d'ailleurs comme en monoculture, en fait, si on fait de l'élevage ou de l'arboriculture ou des céréales, en fait, c'est pas du tout les mêmes superficies et proportions. Donc il y a une notion de production et de filière en fait aussi derrière, avant même de parler de syntropie. Hmm. Mais moi, le peu de choses que je connais donc sur le côté arboriculture, vraiment des 6 7 dernières années là, ça dépend vraiment. Et là, je vais rentrer dans l'aspect un peu de
acteur, mais voilà, de comment on commercialise, ce qu'on vend, on vend direct, et du coup, on a toute la marge de ce qu'on vend, ce que je recommande vraiment de faire. Il y a vraiment tout ça, quelle charge on a. Nous, c'est vraiment ça aussi, l'enjeu dans la syntropie, c'est de réduire les coûts énormément. Comme le dit Ernst, c'est une agriculture de processus et non d'intrants. Et les intrants, ça coûte cher en fait, hein, aussi. Donc, dès lors qu'on arrive à se passer de tout ça, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, peut-être qu'on n'a Hmm. pas des surfaces immenses. Par contre, on valorise bien ces productions et on a moins de charges. Mais pour répondre pragmatiquement, ça dépend aussi de l'envie de mécanisation. Ça, c'est un gros sujet. Est-ce qu'on accepte de mécaniser ces systèmes? Est-ce qu'on accepte d'utiliser le pétrole pour ces productions? Et dans ce cas-là, forcément, une personne va pouvoir gérer plus de surface toute seule, sachant que derrière, il y en a du monde qui bosse pour que ce pétrole soit là. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Hmm. Mais ça dépend. Voilà, en maraîchage, il y a des tout. Moi, je trouve que les fermes les plus rentables en maraîchage sont les petites fermes, sont les petits espaces optimisés, non mécanisés, où c'est vraiment où au mètre carré, il y a le plus de légumes qui est cultivé. Euh, voilà, donc je dirais ça. Et après, c'est une question qui est extrêmement vaste, mais je pense qu'avec en arboriculture, avec une personne peut gérer assez facilement 1 ou 2 hectares. Je trouve ça pas du tout inenvisageable, avec très peu de mécanisation, mais une mécanisation adaptée quand même. À l'origine, la permaculture, c'était agricole et ça s'est élargi à beaucoup plus de choses, comme on en a déjà parlé. Est-ce que tu imagines, toi, que l'agriculture syntropique, elle est aboutie aujourd'hui, elle est finie, ou est-ce qu'elle tend à évoluer et à s'appliquer à plus large que l'agriculture? Veja, eu sou suspeituoso para falar, mas eu Bon, acho que je suis seja do meu suspect, hein, ver, si je dois parler de ça, mais à mon avis, ma temos manière, selon comme je le vois chance moi, para sobreviver com este número de pessoas, como tem on est população tellement agora no mundo, séparés no mundo com esses 8 du bilhões, monde, nós não on est temos 8 chance milliards de para personnes, continuar a viver on dessa n'a aucune maneira. chance de E continuer à nós vivre si on temos continue de la même manière. Si l'être humain veut continuer à vivre de la même receita manière, do Musk diminuir para ou selon 500 la recette milhões, du Musk, isso diminuer à eu 500 acho que millions, fazer também on- seria cruel. ce serait No meu cruel. ver, não temos Mais à pessoas mon demais, avis, senão todas il n'y a pas trop de monde. pessoas de fato submetidas às leis Nous sommes naturais soumis aux lois naturelles. em momentos de agonia e neste se Et à encontra a l'agonie, espécie humana no momento quand l'espèce se mundialmente. trouve Eu acho en que ce nessa moment civilização mondialement, tem avec ce type aumento de civilisation, on a une populacional augmentation de de la forma population muito forte, très forte, une sim, augmentation très forte de la population. muito forte. E essa é uma chance, para mim é uma chance. De Mais facto, moi, je nós crois não que c'est temos une falta chance. nós temos sobra de pessoas. Mas Il nós n'y a pas temos trop de monde, comportamento pas que é trop d'êtres humains. inadequado. C'est Se le todo mundo fosse comportement, notre trabalhador comportement qui est inadéquat. Si tout le monde travaillait dans le sens aquilo que de la existe vie, si tout le há monde 2000 anos, 2000 intériorisait anos atrás, na sua qu'il y a 2000 ans, vida rústica, a agricultura é a maior on arte était capable de do vivre avec planeta. la E o ser humano se planète. desenvolveu. L'agriculture est A gente le trata premier, peut-être, et le tanto a meilleur art que agricultura como l'être coisa humain a simples, développé. seja coisa de C'est pas un truc pessoas muito inteligentes. O que não d'âne, passa pas un no truc d'idiot. direito ou em química ou em comércio, ele vai para a agricultura. Commerce, Se chimie, juntar etc., isso e ver realmente a agricultura como peuvent arte passer à l'agriculture. En tout e cas, les gens qui pensent ça doivent aquilo que se regarder mieux. antes 2500 anos atrás Il y a 2000 ans, Atenas, à Athènes, seja ganhando concurso para que estavam buscando uma pessoa que resolve ils cherchaient problema une que estava personne naquele pour tempo. résoudre un problème qu'ils avaient à ce moment-là, Seríssima em Atenas, un très sérieux as terras problème. concentradas em mãos de poucos Les e terres étaient concentrées dans les mains de peu de 90% personnes et vivendo nas 80-90 cidades. Então, ele fez pourcents des a gens vivaient en hipótese ville. dela foi só Et l'hypothèse, 80%, ou seja, 80% da la população proposition a que été vive no campo do de campo faire vivre e 20% 80% des da cidade. E personnes aqui do campo, do dans la 20% campagne eles et produzem de la para campagne aquela cidade. Aí et envoyer vers les então, villes a cette cidade recebe production. 4 vezes mais. Isso levou a Atenas, em Et pouco ça a tempo, permis à a Athènes, en população très peu de temps, de construir aquela acrópolis e de de construir construire a l'acropole. Olímpia. Ça a fait leur richesse. Ils ont pu Que sobrou para construire eles, porque
parce qu'ils ont devenu riches d'un coup. Ils ont prospéré grâce à ça. L'agriculture c'est amusant et ça me permet de gagner de l'énergie. Comme je disais, on va commencer par transformer aussi les villes. Si on transforme les villes, si on met de l'agriculture verticale, horizontale, permaculture, tout ce qu'on peut en ville, des villes comme Paris, comme disait le professeur de la Sorbonne, on peut tout produire, même à Paris. Donc, il faut qu'on vive de manière différente, en harmonie avec la vie et au service de la vie, et pas comme des parasites et comme des chefs et des commandants. Ça ne nous mène pas à être des esclaves de vivre en harmonie avec la vie. Ça nous amène au paradis, au contraire. Oui, le paradis, je cherchais un autre mot, mais non, le paradis. Mais c'est génial, on va garder ça comme dernier mot. C'est magnifique. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.